Mes jumeaux de 6 mois ont cessé de respirer chez mes beaux-parents. À l'hôpital, mon beau-père a annoncé « c'est une droguée, cela devait arriver ». Les médecins m'ont regardé avec dégoût. Puis ma fille de 8 ans a dit « Grand-père, pourquoi as-tu mis des médicaments dans les biberons des bébés? Tu as dit que ça les ferait dormir pour toujours. » Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Mon beau-père a regardé le médecin droit dans les yeux et a dit « c'est une toxicomane. Ça devait arriver. » La salle des urgences est devenue silencieuse. Chaque infirmière, chaque technicien, chaque personne en blouse s'est retournée pour me fixer. Mes jumelles de 6 mois se trouvaient quelque part derrière ces portes battantes, luttant pour leur vie. Et Roland venait de peindre une cible sur mon dos avec 5 mots qui allaient tout changer. Ce n'est pas vrai. Ma voix s'est brisée alors que je me tournais vers lui, tout mon corps tremblant. Comment peux-tu dire ça? Roland a croisé les bras, sa montre de pensionné de la poste brillant sous les néons. Docteur, vérifiez son dossier médical. Dépression postpartum, anxiété, médicaments. Elle est en pleine dérive depuis des mois. L'expression du médecin est passée de concernée à suspicieuse en un instant. Une infirmière à côté de lui a sorti un porte-bloc, prenant déjà des notes. Je pouvais voir la scène se dérouler en temps réel, la transformation de mère éplorée en empoisonneuse d'enfants présumés. Monsieur Roland, s'il vous plaît, a supplié ma belle-mère, Joyce, en lui attrapant la manche. Ça n'aide personne. Quelqu'un doit dire la vérité, a rétorqué Roland, sa voix portant à travers la salle d'attente. Ces bébés n'ont pas simplement arrêté de respirer tout seuls. Mon mari, Colton, se tenait figé entre son père et moi, son uniforme d'entrepôt encore poussiéreux du service d'urgence qu'il venait de quitter. Papa, qu'est-ce que tu fais? Je fais ce que tu es trop aveugle pour faire, mon fils. Protéger ses enfants de sa négligence. Le médecin a levé la main pour demander le silence. Madame, nous devons vous poser quelques questions. Avez-vous administré des médicaments à vos nourrissons aujourd'hui? Non, je n'étais même pas là. Ils étaient avec mes beaux-parents tout l'après-midi. Elle les a déposés en agissant bizarrement, a interrompu Roland, agité, parlant vite. Elle était pressée de partir. C'était un mensonge complet. Et Joyce le savait. J'ai vu son visage se décomposer, prise entre la loyauté envers son mari et la vérité dont elle avait été témoin. C'était elle qui m'avait serré dans ses bras à la porte, qui m'avait assuré que tout irait bien, qui m'avait pratiquement poussé dehors pour profiter de ma première pause en des mois. Un agent de sécurité était apparu, se positionnant près de l'entrée comme si je pouvais essayer de m'enfuir. 2 autres infirmières ont rejoint le médecin, leur visage des masques de jugement professionnel. En quelques minutes, j'étais passé de mère terrifiée à suspecte criminelle. Nous effectuons des analyses toxicologiques complètes sur les 2 nourrissons, a annoncé le médecin, son ton froid et clinique. Les services de protection de l'enfance ont été prévenus et seront bientôt là. Vous ne pouvez pas être sérieux. Colton a finalement retrouvé sa voix. Ma femme ne ferait jamais de mal à nos enfants. Roland s'est tourné vers son fils. Comment le saurais-tu? Tu n'es jamais à la maison. Tu fais des heures supplémentaires pendant qu'elle est seule avec 3 enfants, dépassée et épuisée. Tu n'as pas vu ce que j'ai vu. Qu'as-tu vu? Ai-je demandé, m'avançant vers lui malgré le mouvement de l'agent de sécurité dans ma direction. Une femme au bord de la crise de nerfs, a dit Roland assez fort pour que tout le monde entende. Pleurant quand elle pense que personne ne la regarde, s'emportant contre Penny pour un rien, à peine capable de garder les yeux ouverts pendant le dîner du dimanche. Chaque mot était une vérité déformée. Oui, j'étais fatigué. Quelle mère de jumelles ne l'était pas? Oui, j'avais pleuré dans la salle de bain lors du dîner de famille de la semaine dernière quand les 2 bébés n'arrêtaient pas de crier. Et Roland avait fait un autre commentaire sur le fait que certaines femmes ne sont tout simplement pas faites pour avoir plusieurs enfants. L'assistante sociale est arrivée à ce moment-là, une femme d'une 40aine d'années avec un portefeuille en cuir et une expression qui disait qu'elle avait déjà pris sa décision. Elle est allée directement voir Roland, qui a immédiatement recommencé son numéro. Je suis inquiet depuis des semaines, lui a-t-il dit, la voix dégoulinante d'une fausse préoccupation. Ma femme et moi avons discuté d'appeler quelqu'un, mais nous ne voulions pas briser la famille. C'est alors que j'ai remarqué Penny. Ma fille de 8 ans, assise dans un coin avec un livre de coloriage que Joyce avait trouvé quelque part. Mais elle ne coloriait pas. Elle observait tout avec ses grands yeux marrons qui ne manquaient rien. Les mêmes yeux qui m'avaient vu lutter, me battre et aimer ses sœurs chaque jour depuis leur naissance. « Maman », dit-elle doucement, et tout le monde se tourna pour la regarder.
Tout va bien, mon bébé, dis-je, même si rien n'allait. Elle se leva, sa robe d'été rose froissée par des heures d'attente, et passa devant l'agent de sécurité, devant les infirmières suspicieuses, devant son père, qui semblait figé sur place. Elle est venue directement vers moi et m'a pris la main. Puis elle s'est tournée pour faire face à la pièce pleine d'adultes qui pensaient tout savoir. « Papy, dit-elle, sa voix petite mais claire. Pourquoi as-tu mis des médicaments dans les biberons des bébés? Tu as dit que ça les ferait dormir pour toujours. » La salle des urgences a sombré dans le chaos, mais tout ce que je pouvais entendre étaient les battements de mon propre cœur et le son de la vérité qui éclatait enfin. La vie n'était pas parfaite, mais nous nous en sortions. C'est ce que je me disais chaque matin en me réveillant au son des pleurs en stéréo des jumelles à 5 heures du matin. Ruby commençait toujours la première, sa voix aiguë et exigeante. Puis Jade se joignait à elle avec son hurlement plus profond et plus insistant. Le temps que j'arrive à leur chambre, Penny se tenait dans l'embrasure de la porte, se frottant les yeux et demandant si elle pouvait aider à les nourrir. « Tu es la meilleure grande sœur du monde », lui disais-je, et elle rayonnait comme si je lui avais remis un trophée. Notre maison dans la banlieue de Cleveland n'avait pas fière allure de l'extérieur, 3 chambres, une salle de bain, une cuisine qui aurait dû être rénovée il y a 20 ans. Mais Colton et moi avions peint chaque mur nous-mêmes, construit ensemble les berceaux des jumelles et transformé ce petit plain-pied plein de courant d'air en quelque chose qui ressemblait à un foyer. Le jardin avait une balançoire que nous avions trouvée dans un vide-grenier, et Penny avait revendiqué le grand chêne comme son coin de lecture. Colton travaillait dans le quartier des entrepôts du centre-ville, gérant les stocks pour une entreprise de fourniture médicale. Le salaire était décent, mais avec 3 enfants, décent signifiait juste. Il avait enchaîné les heures supplémentaires depuis la naissance des jumelles, partant avant le lever du soleil et rentrant après qu'elles soient déjà couchées. Je l'ai vu vieillir de 5 ans au cours des 6 derniers mois. Les rides autour de ses yeux se creusant chaque fois qu'il regardait notre solde bancaire. « On va s'en sortir », me chuchotait-il dans le noir. Tous les deux trop fatigués pour autre chose que de se tenir l'un contre l'autre. Mes parents nous aident. Ton cabinet dentaire te garde ton poste. Il faut juste qu'on tienne cette première année. Ses parents, Roland et Joyce, vivaient dans la maison où Colton avait grandi, une maison coloniale en briques de 2 étages avec des rosiers parfaits dans le jardin de devant et un sous-sol qui sentait encore les trains miniatures que Roland construisait. Chaque dimanche après l'église, nous nous entassions dans notre minivan et faisions ces 20 minutes de route pour le dîner. C'était une tradition, non négociable, gravée dans le marbre depuis avant la naissance de Penny. Joyce était tout ce qu'une grand-mère devrait être. Elle avait tricoté des couvertures pour les 3 filles, avait leurs photos de bébé couvrant son réfrigérateur et avait toujours des biscuits frais qui attendaient. Elle avait été secrétaire d'église pendant 15 ans, connaissait tout le monde en ville et avait prié pour que nous ayons un autre bébé après des années de fausses couches suite à la naissance de Penny. Quand nous avons annoncé les jumelles, elle avait littéralement pleuré de joie. Roland était différent. Il avait pris sa retraite de la poste 2 ans auparavant, après 35 ans à livrer le courrier à travers les hivers de Cleveland. La retraite ne lui convenait pas. L'homme qui sifflait en triant le courrier passait maintenant ses journées à regarder les chaînes d'information et à trouver à redire à tout ce qui l'entourait. Le gouvernement, les voisins, la façon dont les gens élèvent leurs enfants de nos jours. Les bébés ont besoin de structure, avait-il annoncé quand les jumelles avaient 2 semaines. Tu es trop tendre avec elles, Brooke. Laisse-les pleurer. Ce sont des nouveau-nés, Roland, avais-je répondu, essayant de garder une voix légère. Elles ont besoin de savoir que quelqu'un est là. C'est ça ton problème. Tu les couves. Ces commentaires étaient devenus plus fréquents. Comment je les tenais mal. Comment je les nourrissais trop souvent, comment leurs pleurs signifiaient que je faisais quelque chose de mal. Joyce essayait d'intervenir, changeant de sujet ou envoyant Roland vérifier quelque chose dans le garage. Mais la critique finissait toujours par revenir. Il y a 3 semaines, il m'avait observé en train de faire les courses avec les 3 enfants. Les jumelles hurlaient dans leur siège auto. Penny demandait des céréales, et je calculais si nous pouvions nous permettre à la fois le lait en poudre et les couches. Cette semaine-là, Roland était apparu au bout de l'allée comme un jugement incarné. Voilà ce qui arrive quand les gens ont plus d'enfants qu'ils ne peuvent en gérer, avait-il dit assez fort pour que les autres clients entendent. J'avais laissé mon caddie à moitié plein dans l'allée et étais rentré chez moi en larmes. Mais il y avait aussi de bons moments. Les matins où les 2 jumelles souriaient en même temps. Les soirs où Penny leur lisait des histoires avec des voix idiotes. Les dimanches où Joyce prenait le relais pour les nourrir et je pouvais enfin manger mon rôti de bœuf tant qu'il était encore chaud. Ces moments me faisaient tenir, me faisaient croire que nous construisions quelque chose de beau malgré le chaos. Mes parents auraient aidé.
ils auraient été là tous les jours. Ma mère préparant des plats à congeler, mon père réparant le robinet qui fuyait dans la salle de bain. Mais ils étaient partis depuis 3 ans maintenant, tués par un conducteur ivre en rentrant de leur dîner pour leur 40e anniversaire de mariage. Certains jours, je prenais encore mon téléphone pour appeler ma mère, pour lui demander si les pleurs des jumelles étaient normaux, si les questions de Penny sur la mort étaient trop lourdes pour une enfant de 8 ans, si le sentiment de me noyer faisait juste partie de la maternité ou si c'était quelque chose de plus sombre. Ce samedi matin-là, le dernier matin normal, Colton m'avait embrassé pour me dire au revoir à 6 heures du matin. Heure supplémentaire signifie argent supplémentaire, avait-il dit. Maman et papa ont proposé de prendre les 3 enfants cet après-midi. S'il te plaît, chérie, prends une pause. Va te faire coiffer. Souviens-toi de qui tu étais avant les bébés. J'ai déposé les enfants à midi, portant les 2 sièges auto pendant que Penny courait devant avec le sac à langer rebondissant contre sa hanche. Le soleil de juin était déjà brutal, rendant la marche de l'allée à leur porte d'entrée semblable à un marathon. Joyce nous a accueillis à l'entrée, son visage s'illuminant à la vue des jumelles. Voilà mes anges. Elle a d'abord attrapé le porte-bébé de Ruby, puis a fait une pause. Brooke, chérie, tu as l'air épuisée. Je vais bien, ai-je dit, la réponse automatique de toute mère dépassée. La voix de Roland venait du salon. Ces bébés pleurent encore? Je les entends d'ici. Elle ne pleurait même pas. Ruby suçait son poing et Jade regardait le ventilateur de plafond, toutes deux parfaitement contentes. Joyce et moi avons échangé un regard, le genre de regard que les femmes partagent lorsqu'elles doivent composer avec des hommes difficiles. Entrez, a dit Joyce en prenant le porte-bébé de Ruby. J'ai tout préparé dans la chambre d'amis. Leur maison sentait toujours le pledge au citron et le café, même à midi. Roland était assis dans son fauteuil inclinable en cuir marron, celui que personne d'autre n'était autorisé à utiliser. Le journal était étalé sur ses genoux. Il a levé les yeux juste assez longtemps pour grogner un bonjour. Papy a dit qu'il a des biberons spéciaux pour les bébés, a annoncé Penny en sautillant. Cela a attiré mon attention. Des biberons spéciaux? Roland a finalement baissé son journal. Joyce a acheté de nouveaux biberons anticoliques à la pharmacie. Ils sont censés réduire les gaz, les aider à mieux dormir. Je n'ai acheté aucun biberon, a dit Joyce, l'air confuse. Tu as dû oublier, a dit Roland sèchement. Ils sont dans la cuisine à côté du lait en poudre. Joyce a froncé les sourcils, mais n'a pas discuté. C'était devenu son habitude ces derniers temps, choisir le silence plutôt que la confrontation. J'aurais dû y prêter plus d'attention. J'aurais dû reconnaître le signe d'une femme qui avait appris que se défendre ne faisait qu'empirer les choses. J'ai emporté assez de lait en poudre pour 3 tétés, ai-je dit en posant le sac à langer. Le pédiatre veut qu'elle mange toutes les 3 heures. Les pédiatres ne savent pas tout, a marmonné Roland en retournant à son journal. Penny s'était déjà installée par terre avec ses livres de coloriage, créant une de ces scènes de contes de fées élaborés. Elle faisait ça souvent ces derniers temps, s'échappant dans des mondes où les grands-pères étaient des sorciers bienveillants et les bébés ne pleuraient jamais. « Vas-y », m'a encouragé Joyce en me serrant l'épaule. « On a déjà élevé un bébé, tu te souviens? Va te faire coiffer. Déjeune avec une amie. Sois jeune pour un après-midi. » J'ai hésité à la porte. Quelque chose n'allait pas, comme si je partais au milieu d'une conversation que je n'entendais pas bien. Mais Joyce était déjà en train d'installer les jumelles dans leur transat, Penny fredonnait pour elle-même, et Roland avait disparu derrière son mur de papier journal. Le salon de coiffure était à 20 minutes en voiture, niché dans un centre commercial entre un restaurant chinois et un bureau des impôts. J'avais pris rendez-vous il y a 2 semaines, lorsque Colton avait suggéré pour la première fois que j'avais besoin d'une pause. La coiffeuse, une femme nommée Deb, qui me coupait les cheveux depuis le lycée, m'a jeté un regard et m'a versé une tasse de café. Nuit difficile avec les jumelles? 6 mois difficiles, ai-je admis. Elle a fait sa magie pendant que j'étais assise là, et pour la première fois depuis des mois, je me suis sentie presque humaine. La femme dans le miroir avait l'air d'avoir une vie au-delà des biberons, des couches et des tétés de 3 heures du matin. J'ai même souri à mon reflet. Après le salon, j'ai retrouvé mon amie Tania dans un café du centre-ville. Elle n'avait pas encore d'enfant, vivait toujours dans un appartement d'une chambre avec des briques apparentes et des plantes qui restaient vraiment en vie. Nous avons parlé de son travail dans une agence de marketing, du gars avec qui elle sortait, de tout sauf des bébés, de l'épuisement et de la façon dont les critiques de Roland musaient comme l'eau sur la pierre. À 15h30, mon téléphone a explosé. 6 appels manqués de Joyce, 2 du numéro professionnel de Colton, et un texto qui disait juste
Urgence, appelle maintenant. Joyce a répondu à la première sonnerie. Sa voix était du verre brisé. Brooke, viens tout de suite à l'hôpital merci. Les jumelles ont arrêté de respirer. On a appelé le 911. Il s'occupe d'elle, mais personne ne veut rien nous dire. Viens vite. Le trajet jusqu'à l'hôpital était un flou de feux rouges que je n'ai pas respecté et de prières à ma mère décédée. Mes mains tremblaient si fort que j'avais du mal à tenir le volant. Tous les pires scénarios défilaient en boucle dans ma tête. La mort subite du nourrisson pouvait-elle emporter 2 bébés en même temps? Une intoxication au monoxyde de carbone? Une centaine de possibilités terribles. J'ai abandonné ma voiture sur le parking des urgences, me fichant qu'elle soit mise en fourrière. Les portes automatiques semblaient s'ouvrir au ralenti. Joyce se tenait près de l'accueil, le mascara coulant sur ses joues. Roland était adossé au mur du fond, les bras croisés, le visage impassible. « Où sont mes bébés ?» Les mots se sont arrachés de ma gorge. « Elles sont là derrière », a sangloté Joyce en montrant les portes battantes de la zone réglementée. « Ils ne nous laissent pas passer. Ils disent juste qu'ils s'occupent d'elles. » C'est à ce moment-là que Roland a décidé d'allumer l'allumette qui allait tout réduire en cendres. 2 heures s'étaient écoulées depuis que l'accusation de Roland avait transformé la salle d'attente des urgences en mon procès personnel. La chaise en plastique de la salle d'attente s'était moulée à mon corps, créant une empreinte parfaite de désespoir. Colton était assis à côté de moi, sa main sur mon genou, mais ses yeux étaient lointains, traitant en temps réel la trahison de son père. Toutes les quelques minutes, il me serrait le genou comme pour vérifier si j'étais toujours là, toujours réel, toujours la femme qu'il avait épousée et non le monstre que son père dépeignait. L'assistante sociale, une femme nommée Patricia Andry, avait installé son campement dans un coin avec son ordinateur portable et son bloc-notes. Elle avait déjà interrogé Roland 3 fois, prenant des notes minutieuses alors qu'il embellissait son histoire à chaque récit. Maintenant, il ajoutait des détails sur le fait de m'avoir trouvé en larmes dans la salle de bain au dîner de Pâques, sur la fois où je m'étais emporté contre Penny pour avoir renversé du jus sur le tapis, sur la façon dont j'avais mentionné une fois que ma vie d'avant les enfants me manquait. Toutes les mères disent ça, avait faiblement protesté Joyce. Ça ne veut rien dire de sinistre. Toutes les mères ne voient pas leur bébé transporté inconscient aux urgences, avait rétorqué Roland. La police était arrivée il y a 1 heure. 2 officiers qui semblaient plus jeunes que moi, prenant des dépositions et des photos, et traitant la salle d'attente comme une scène de crime. Ils avaient fouillé mon sac à main, ne trouvant rien d'autre que des coupons périmés, des tétines et une bouteille de Tylenol. Roland avait semblé déçu qu'il n'ait pas découvert une réserve de drogues illégales. Les premiers résultats sanguins montrent des benzodiazépines dans l'organisme des 2 nourrissons. Le médecin l'avait annoncé il y a 30 minutes et j'avais vu mon monde basculer. Je ne sais même pas ce que c'est, avais-je dit, mais Roland avait déjà sauté sur l'occasion. Des anxiolytiques, des sédatifs, le genre de choses qu'une mère dépassée pourrait utiliser pour calmer des bébés qui pleurent. Je n'ai pas pris d'anxiolytiques depuis 5 mois, ai-je répété pour ce qui semblait être la 100e fois. Vérifiez mon dossier médical, appelez mon médecin. J'en ai pris pendant 2 semaines après la naissance des jumelles, et ça me rendait trop somnolente pour fonctionner. Penny était restée si silencieuse pendant tout ce temps. J'avais presque oublié qu'elle était là. Joyce avait essayé de l'emmener à la cafétéria, mais elle avait refusé de me quitter. Elle était assise sur la chaise à côté de la mienne, travaillant sur un livre de labyrinthe que quelqu'un avait trouvé dans la boutique de cadeaux, la langue sortant en signe de concentration, comme elle le faisait quand elle réfléchissait intensément à quelque chose. L'assistante sociale s'est de nouveau approchée de nous, ses talons claquant sur le linoléum comme un compte à rebours. « Madame Morrison, je dois vous poser des questions sur votre réseau de soutien. Vos parents sont décédés, n'est-ce pas? Il y a 3 ans, ai-je confirmé, la douleur familière se propageant dans ma poitrine. Et vous n'avez pas de frères et sœurs? Non. Donc, votre principal soutien vient de la famille de votre mari? Je voyais où elle voulait en venir. La mère isolée, dépendante de beaux-parents qui la jetaient maintenant sous les roues d'un bus. J'ai des amis. J'ai d'anciens collègues du cabinet dentaire, mais pour la garde d'enfants, pour l'aide quotidienne. Joyce et Roland, ai-je admis, les noms ayant maintenant un goût amer. Patricia a pris une autre note. Je voulais lui arracher le bloc-notes des mains pour lire le récit qu'elle construisait sur ma vie. Penny a bougé à côté de moi, fermant son livre de labyrinthe avec un soin délibéré. Madame Andry. La voix de Penny était petite mais ferme. L'assistante sociale s'est adoucie, s'accroupissant au niveau de Penny. Oui, ma chérie. Je peux vous dire quelque chose d'important? Bien sûr.
Penny m'a regardé, puis son père, puis Roland, qui s'était arrêté au milieu de son dernier monologue à une infirmière. Elle s'est levée, lissant sa robe d'été rose avec les 2 mains, un geste si mature qu'il m'a brisé le cœur. Ma maman est une bonne maman, a-t-elle commencé. Elle chante pour les bébés même quand elle est très fatiguée. Elle prépare mon déjeuner de façon spéciale tous les jours avec des mots qui disent « je t'aime ». Elle n'oublie jamais de vérifier s'il y a des monstres sous mon lit, même si nous savons toutes les deux qu'ils ne sont pas réels. C'est très gentil, a dit Patricia. Mais Penny n'avait pas fini. Je dois vous dire ce qui s'est vraiment passé aujourd'hui. Sa voix est devenue plus forte. J'ai vu quelque chose que papy m'a dit être un secret, mais je ne pense pas que les secrets devraient blesser les gens. Le visage de Roland a perdu toute couleur. L'enfant est confuse. La journée a été traumatisante. Je ne suis pas confuse, a dit Penny en se tournant pour lui faire face directement. J'ai 8 ans et 3/4 et je sais ce que j'ai vu. Joyce s'est levée lentement, la main sur la bouche. Penny, qu'as-tu vu? J'ai vu papy dans la cuisine avec une petite bouteille marron. Il a mis des gouttes dans les biberons de rubis et jade, les spéciaux qu'il a dit avoir achetés. Il a compté les gouttes à voix haute, 5 dans chaque biberon. La salle d'attente est devenue complètement silencieuse. Même les néons semblaient avoir cessé de bourdonner. Il a dit que c'était un médicament pour les aider à dormir, a poursuivi Penny, ses mots tombant comme des pierres dans une eau calme. Il a dit que ça les ferait dormir très, très longtemps pour que maman puisse se reposer. Patricia Andry était déjà au téléphone, appelant la sécurité. Les policiers se sont dirigés vers Roland, les mains sur leur radio, et j'ai enfin compris pourquoi mon beau-père avait été si prompt à me détruire. Il avait construit son alibi depuis le début. La salle d'attente a sombré dans un chaos contrôlé. Patricia Andry aboyait des ordres dans son téléphone pendant qu'un policier se déplaçait pour bloquer la sortie et que l'autre s'approchait de Roland, la main posée sur sa ceinture. Le sang-froid soigneusement construit de Roland s'est fissuré comme de la glace sous la pression. Elle ment. La voix de Roland est montée plus haut que je ne l'avais jamais entendue. L'enfant ne comprend pas ce qu'elle a vu. Je préparais leur biberon avec du lait en poudre, rien de plus. Alors ça ne vous dérangera pas de nous montrer cette bouteille marron, a dit le plus jeune officier en enfilant des gants en latex. Je n'ai aucune bouteille. L'enfant est confuse, traumatisée. Sa mère l'a probablement coaché pour dire ça. Joyce fouillait dans son sac à main avec des mouvements frénétiques, puis s'est soudainement arrêtée. Sa main en est sortie, tenant une petite bouteille de prescription marron dont l'étiquette avait été arrachée. C'était dans la poche de ta veste ce matin, Roland. Je l'ai déplacée quand je cherchais les clés de la voiture. Tu ne sais pas de quoi tu parles, a grogné Roland en se jetant sur la bouteille, mais l'officier l'a intercepté. Monsieur, je vais vous demander de reculer et de garder vos mains visibles. Le médecin qui soignait les jumelles a surgi des portes battantes, sa blouse humide de sueur. J'ai besoin de savoir exactement ce qui a été donné à ces nourrissons. Chaque seconde compte. L'officier a brandi la bouteille marron. Nous venons de récupérer ceci. Le médecin l'a saisi, examinant ce qui restait de l'étiquette. Puis, reniflant le contenu, son visage est devenu pâle. C'est du lorazépam. Une benzodiazépine puissante. Une dose pour adultes pourrait tuer un nourrisson. Il s'est tourné vers Roland. Combien leur en avez-vous donné? Je veux un avocat, a dit Roland. Vos petites filles sont en train de mourir. Le professionnalisme du médecin s'est brisé. Combien de gouttes? Penny s'est de nouveau avancé. 5 gouttes dans chaque biberon. J'ai compté avec lui parce qu'il a dit que c'était important de faire exactement ça. Le médecin est retourné en courant par les portes battantes sans un mot de plus. Joyce s'est effondrée sur une chaise, sanglotant si fort que tout son corps tremblait. Colton se tenait figé, regardant son père comme s'il le voyait pour la première fois. « Papa, qu'as-tu fait ?» La voix de Colton était à peine un murmure. Roland a redressé les épaules, et pendant un instant, j'ai vu le facteur qui avait livré le courrier à travers les blizzards, qui n'avait jamais manqué un jour de travail, qui avait construit toute son identité sur le fait d'être fiable, responsable, juste. J'aidais, a-t-il dit, son délire complet. Elle ne pouvait pas les gérer. Vous l'avez tous vu, les pleurs, l'épuisement. Elle allait finir par leur faire du mal ou se faire du mal. J'empêchais une tragédie. En provoquant une, a hurlé Joyce en se jetant sur lui. Les officiers ont dû la retenir. Ce sont nos petites filles. Comment as-tu pu? Ton ami Bear, a poursuivi Joyce, les pièces du puzzle s'assemblant. Tu lui parles des médicaments restants de sa femme.
Elle est morte d'une overdose, Roland. Et tu pensais que ces pilules étaient sans danger pour des nourrissons? Bear a dit que de petites doses les aideraient juste à dormir. Sa fille les utilisait pour son bébé qui avait des coliques. La fille de Bear a perdu la garde de ses enfants. La révélation de Joyce a flotté dans l'air comme du poison. C'est pour ça qu'elle ne vient jamais. Les services sociaux les lui ont retirés après qu'elle ait été surprise en train de les droguer. Patricia Andry documentait tout, ses doigts volant sur l'écran de son téléphone. Les officiers avaient maintenant menotté Roland, lui lisant ses droits pendant qu'il continuait son discours délirant sur le fait d'être un grand-père inquiet, de prévenir une future tragédie, de savoir ce qui était le mieux. Je planifiais ça depuis des semaines, a-t-il annoncé comme si c'était quelque chose dont il fallait être fier. Faisant des recherches en ligne, trouvant le bon dosage. Je n'allais pas leur faire de mal de façon permanente. Juste faire peur à tout le monde. Montrer à mon fils quel genre de mère il avait épousé. Lui faire voir la vérité. La vérité? J'ai enfin retrouvé ma voix. La vérité, c'est que tu as essayé d'assassiner mes bébés parce que tu as décidé que je n'étais pas assez bien pour ton fils. Tu ne le es pas, a explosé Roland. Tu es faible, dépassé, brisé. Mon fils méritait mieux. Ses enfants méritaient mieux. Ils méritaient un grand-père qui n'essaie pas de les tuer, a dit Colton doucement, et quelque chose sur le visage de Roland s'est finalement fissuré. La réalité s'est infiltrée par les fissures, et pendant un bref instant, je l'ai vu réaliser ce qu'il avait fait. À 19h42, après les 4 heures les plus longues de ma vie, une autre médecin est sortie. Celle-ci avait des yeux bienveillants et une voix douce. Et quand elle a souri, j'ai su avant même qu'elle ne parle. Vos filles sont stables. Nous avons pu éliminer le médicament de leur système avec du charbon actif et des soins de soutien. Elles vont s'en sortir. Je me suis effondré contre Colton, tous les deux sanglotants pendant que Penny nous entourait de ses bras. À travers mes larmes, j'ai regardé la police emmener Roland. Il semblait plus petit, en quelque sorte, traînant les pieds entre les officiers, sa montre de retraité attrapant la lumière une dernière fois. Joyce se tenait seule près de la fenêtre, son mariage de 35 ans détruit en un après-midi. Sa vie entière révélée comme un mensonge qu'elle avait vécu sans le savoir. Les jumelles sont rentrées à la maison 3 jours plus tard, leur petit corps connecté à des moniteurs portables qui bipaient à chaque changement de leur rythme cardiaque. Ruby s'était remise plus vite, son esprit de battante évident même à 6 mois. Jade avait eu besoin d'un jour supplémentaire d'oxygène, son corps plus petit ayant absorbé plus de poison que Roland avait mesuré avec une telle précision calculée. La maison semblait différente maintenant. Colton avait pris un congé à durée indéterminée, incapable de s'occuper de charger des boîtes pendant que son père attendait son procès en prison. Il passait des heures à tenir les jumelles, comme s'il essayait de mémoriser leur respiration, leur poids, leur existence. Parfois, je le trouvais dans leur chambre à 3 heures du matin, non pas parce qu'elles pleuraient, mais parce qu'il avait besoin de les voir respirer. J'aurais dû savoir, a-t-il dit un soir, les 2 jumelles endormies sur sa poitrine. Tous ces commentaires qu'il a fait sur toi, la façon dont il critiquait tout. Je pensais juste que c'était un vieil homme grincheux. C'était ton père. Tu l'aimais. Je lui ai permis de le faire, a corrigé Colton. Chaque fois que je suis resté silencieux quand il t'insultait. Chaque fois que je te disais de ne pas le prendre personnellement, je lui donnais la permission d'aller plus loin. L'enquête a révélé l'ampleur de la planification de Roland. Son historique informatique montrait 6 semaines de recherche sur les sédatifs pour nourrissons, des publications sur des forums demandant comment aider les mères dépassées, et des recherches sur la façon de prouver la négligence maternelle. Il avait créé un récit où il était le héros sauvant ses petits-enfants d'une mère inapte, et il y croyait si complètement qu'il les avait presque tués pour le prouver. Joyce a demandé le divorce le lendemain de son arrestation. Elle a emménagé avec sa sœur dans le Michigan, mais pas avant d'être venue nous voir une dernière fois. Elle avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans en 3 jours, son visage creusé par le chagrin et la trahison. J'ai trouvé des journaux intimes, m'a-t-elle dit, assise à ma table de cuisine pendant que les jumelles faisaient la sieste. Datant de 2 ans, depuis sa retraite, des pages et des pages sur la façon dont le monde allait mal, comment les femmes ne connaissaient plus leur place, comment les mères modernes faisaient défaut à leurs enfants. Ton nom a commencé à apparaître après la naissance des jumelles. Elle a sorti un carnet, l'écriture soignée de facteurs de Roland remplissant chaque ligne. Il a écrit que tu étais l'exemple parfait de tout ce qui n'allait pas avec la maternité moderne. Trop douce, trop fatiguée, trop émotive. Il a dit que sauver son fils de toi serait sa plus grande réussite à la retraite. As-tu suspecté quelque chose? J'ai dû demander.
Les larmes de Joyce ont coulé de nouveau. Je savais qu'il était devenu plus difficile, plus critique. Mais je me suis dit que c'était juste l'adaptation à la retraite. J'ai trouvé des excuses. J'ai choisi le confort plutôt que la confrontation, et mes petites filles ont failli mourir à cause de ça. Le procès s'est déroulé rapidement. Roland a plaidé coupable de tentative de meurtre, son avocat plaidant la capacité diminuée en raison de problèmes de santé mentale. La juge, elle-même grand-mère, n'a montré aucune pitié.